Bonjour à tous, nous sommes le 28 mars 2025. Nous nous retrouvons pour le cours consacré à la logique et à la rhétorique. Le but étant donc de bien s'exprimer, de bien s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, et donc déjà de ne pas dire de bêtises. C'est pour ça qu'on commence par ces questions de logique. Alors, dans la dernière séance, on s'est intéressé au syllogisme. On a beaucoup travaillé là-dessus, qui est effectivement la structure de base d'un raisonnement logique. Vous savez des choses, et parce que vous savez ces choses, vous pouvez passer à autre chose. Donc, c'est la déduction, les connaissances par déduction. On a vu des exemples d'abord de syllogismes assez simples, et puis après, on a basculé vers effectivement des syllogismes un peu plus compliqués, évidemment, plus complexes, des polysyllogismes, c'est-à-dire quand vous enchaînez un syllogisme et votre conclusion vous sert de point de départ au reste, etc., etc., qui est finalement, là encore, la base de la construction d'une science. La science, elle progresse comme ça. On comprend quelque chose, mais maintenant que j'ai trouvé une réponse à ma question, cette réponse soulève d'autres questions. Et la science, elle est infinie pour ça, parce qu'à chaque fois qu'on a compris quelque chose, ah oui, mais alors finalement. Et donc voilà, donc ça c'est cette idée effectivement d'enchaîner les syllogismes, que ce soit d'une approche déductive ou inductive, c'est évidemment comme ça que la science progresse. D'ailleurs, cette idée de trouver des réponses, comme je dis, des réponses à des questions qu'on se pose, c'est ce qu'on appelait la dialectique. Hein, j'en ai parlé au début du cours. On a encore la même dans dialectique, il y a le dialogue. Hein, on a encore la même racine que logique, le logos. Mais dia, donc c'est un échange à travers. Donc vous faites un dialogue. Alors je pose une question, j'y réponds, oui, mais machin, etc. C'est comme ça que la science progresse. De manière générale, on construit par un jeu de questions-réponses. Ce jeu de questions-réponses, il peut être bien sûr, je me parle avec moi-même, je me pose des questions, je peux le faire avec d'autres personnes. Hein, quand on travaille en équipe, c'est bien de faire la recherche, faire la science, pas tout seul, mais avec des collègues. Et voilà, enfin dans tous les cas, ou même effectivement avec des étudiants qui posent des questions, on le constate aussi. Moi, je dis, des fois, me pose des questions, mais c'est une très bonne question, je n'y ai pas pensé, et je vais y réfléchir, et ça m'amène moi-même à développer une piste pour des recherches, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est sûr que la dialectique est assez, comment dire, une construction assez efficace pour pouvoir faire progresser la science. C'est ce qui a abouti d'ailleurs, soit dit en passant, parce que je parle de dialectique, à la construction par les spécialistes allemands de la fin du XVIIIe siècle, hein, Licht, Hegel, etc., de la structure thèse-antithèse-synthèse, dont vous avez forcément entendu parler, parce que c'est comme ça qu'on vous apprend à rédiger une dissertation. Voilà, vous dites oui, il y a des arguments pour, oui, mais il y a des arguments contre, et donc quand je compare les deux, ça soulève de nouvelles questions, et donc thèse-antithèse-synthèse. Donc ça, on a compris effectivement, c'est l'aboutissement, hein, ce développement. Donc oui, c'est, on va dire, fin 18e, début 19e siècle, de tous ces travaux de logique au Moyen Âge, et donc de dialectique, de construction du raisonnement, du discours, et y compris avec parfois des mises en scène. Au Moyen Âge, on a vraiment des gens qui s'opposent. Vraiment, il y a cette dialectique, et oui, vous dites ça, mais moi je dis ça, oui, mais moi je dis ça. Donc il y a vraiment une sorte de mise en scène de l'opposition pour savoir qui a raison, qui a tort, et peut-être que finalement la solution elle est encore ailleurs. En tout cas, on le voit, je vous dis, dans un travail quotidien de recherche. Moi, par exemple, je suis en train de publier des nouvelles inscriptions, des inscriptions inédites en hébreu, ancien. Je ne le fais pas tout seul, je le fais avec un collègue. Et donc, on travaille tous les deux de son côté le texte, et ensuite on compare. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est difficile à déchiffrer. Voilà, on ne voit pas cette trace de lettre. C'est quoi? C'est un bet, c'est un caf, c'est bon. Voilà. Euh, et puis finalement, en discutant, on se rend compte que c'est ni un bête ni un caf, mais un rêche. Bon, je sais, je dis des bêtises, mais vous voyez ce que je veux dire? On se dit, ah, c'est pas rare que au final, notre édition finale ne soit ni ma proposition ni la sienne, mais encore autre chose, parce qu'en discutant, vous dites oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, on trouve une solution, et donc ça permet d'aboutir à ça. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette approche par palier, par étape, euh, et donc les polysyllogismes, ils servent à ça également. De quoi on a parlé également?
Voilà, on a parlé alors de syllogisme incomplet. J'ai une question finalement par rapport à ça en disant mais en quoi le syllogisme incomplet est différent du syllogisme complet? Bah, justement parce qu'il manque une des propositions. On l'a vu hier, c'est évidemment quand on rétablit la proposition, on retombe sur ses pieds et on sait qu'on a un syllogisme complet. Et puis on a parlé des dilemmes. Je vous disais, un syllogisme dans sa structure la plus simple, vous avez deux propositions qui en entraînent une troisième. Vous pouvez avoir plus de propositions au départ. Si vous avez davantage de données au départ, évidemment, ça vous permet de préciser, d'avoir peut-être éventuellement une conclusion plus précise ou d'aboutir à des choses plus précises. Et puis, l'idée étant que si vous voulez que votre démonstration elle soit sûre, il faut que vous ayez traité tous les cas. Et donc, le dilemme, c'est ça. Alors, je ne sais pas si hier j'ai fait une erreur, une faute de frappe, mais quelqu'un m'a dit, que j'avais dit, si vous vous mariez, vous épouserez une femme belle et laide. Elle dit c'est pas possible qu'elle soit les deux. Et je dis en fait non, c'est une femme belle ou laide. Alors je sais pas si j'avais bien écrit au tableau ou quoi, mais évidemment l'idée c'était qu'il y avait deux cas de figure. Et comme je vous disais, cette proposition elle est vraie si on suppose qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et donc je suis pas le premier à signaler que ce dilemme qui est classique, hein, qui remonte à la Grèce antique, a été signalé. Je suis pas le premier à dire mais attendez, il peut être ni l'un ni l'autre. Enfin il y a peut-être des, on peut voilà. Et pareil donc j'avais donné comme exemple le dilemme de Tertullien contre le décret de Trajan. Alors, je suis passé un peu vite dessus parce que je me suis dit que tout le monde connaissait Tertullien, Trajan, etc., et ce qui se passait à l'époque. Donc, peut-être celui-là, une question de culture générale, je le remets. Hein, euh, donc, le dilemme de Tertullien. Alors c'est pareil, hein, c'est pas moi qui ai eu l'idée de. D'abord, vous l'avez dans le manuel de Schoenig, mais vous l'avez partout. J'ai regardé même dans l'encyclopédie de Diderot, vous savez, la Révolution française, etc. Dans la fameuse encyclopédie, à l'entrée dilemme, on vous donne les deux exemples, donc avec la question de l'épouse belle ou laide ou le dilemme de Tertullien. Donc je pense que, à mon avis, depuis très longtemps, c'est les deux exemples classiques. Euh, euh, Bon, et en plus, comment dire, c'est pas tout à fait formulé comme ça, mais je vais le remettre. D'abord, je vous rappelle le contexte. Donc, ce fameux décret de Trajan, de quoi on parle? D'abord, c'est une lettre écrite par Pline le Jeune à Trajan. Pline le Jeune étant gouverneur du nord de l'Anatolie au bord de la mer Noire, et se pose la question pour Pline le Jeune, donc on est au début du deuxième siècle de notre ère, dans les années 110, quelque chose comme ça. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait les chrétiens? Bon, parce que les chrétiens, alors on ne nous dit pas très bien ce qu'on leur reproche, euh, mais on sait, avant même l'époque romaine, que notamment l'approche exclusiviste du dieu Yahvé pose problème, puisqu'on sait déjà que quand on demande, on va penser le livre de Daniel, le livre d'Esther, etc., mais il faut se prosterner devant d'autres dieux, devant le roi, devant l'empereur, on refuse. Voilà. De la même manière, pensez à la révolte des Maccabées en 167 avant notre ère, quand Antiochos IV veut ériger une statue de Zeus olympien à Jérusalem, on dit c'est pas possible, etc., etc. Donc on comprend que vraisemblablement, un des reproches qu'on faisait déjà aux Juifs avant la naissance du christianisme, c'était bien sûr de dire désolé, mais non, nous on ne mange pas de ce pain-là. Et donc forcément, à l'époque romaine, ça n'a pu que poser davantage de problèmes, surtout quand on a commencé à vénérer l'empereur comme étant un dieu. Il n'est pas le premier souverain à se faire vénérer comme étant dieu, hein, Pharaon c'était déjà le cas, mais effectivement on le voit déjà avec Jules César. Hein. Si vous allez sur le forum romain, je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter les sites archéologiques à Rome, il faut y aller. Hein. Donc moi, ça m'est arrivé d'emmener des gens pour. Alors, vous avez ce qui pourrait être une sorte de temple à Jules César, mais qui n'est pas techniquement un temple à lui-même. Puis Jules César n'était pas empereur d'ailleurs, mais bon voilà. Et puis après, hop, on bascule avec le culte de l'empereur romain. Donc évidemment, on imagine très bien que les Juifs et donc les chrétiens, qui étaient donc une branche du judaïsme, vont s'opposer à ça, en disant bah non, on ne va pas vénérer l'empereur, même si vous nous dites que c'est un dieu, nous, voilà. Bon. Donc ça peut être ça. On sait dans d'autres sources latines du deuxième siècle de notre ère qu'on leur reproche aussi l'Eucharistie, hein, la communion, la Sainte Seine, en disant oh là là, ils sont cannibales puisque ils mangent la chair, boivent le sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des rites un peu bizarres, etc. Donc on a cette idée que voilà, tout ça pouvait peut-être faire partie des reproches qu'on faisait aux chrétiens. En tout cas, Pline le Jeune écrit à Trajan pour lui dire qu'est-ce que je fais? Et Trajan lui répond en disant bon, d'abord, c'est pas la peine de pourchasser les chrétiens spécialement. Donc, n'allez pas les chercher spécialement. S'ils ne posent pas de problème. Euh, si quelqu'un les dénonce ou je ne sais quoi, de façon anonyme,
n'en tenez pas compte. S'il y a effectivement une dénonciation qui n'est pas anonyme, que machin, que truc, que quelqu'un se retrouve, bah là, vous lui demandez effectivement, est-ce que vous êtes chrétien ou pas et ils doivent prouver qu'ils ne le sont pas. Alors on suppose peut-être je sais pas, en vénérant une statue ou n'importe quoi. Enfin bref, bon. Et si ils persistent et tout, bon bah là voilà, vous les exécutez. Je sais plus, oui, je ne sais plus quelle était la sentence, mais enfin, en tout cas, vous les voilà. Donc et là, il y a un procès. Et donc la réponse de Trajan, elle est surprenante parce que bon, d'un côté, il dit ah oui oui, ce qu'ils font c'est pas bien, mais en même temps, il dit ne les cherchez pas. Voilà. Et alors évidemment, ce décret de Trajan a été utilisé par après par les chrétiens quand il y a eu des persécutions officielles, parce que là, on dit un décret de Trajan, mais en fait c'est une réponse de Trajan à Pline l'Ancien, c'est très localisé, c'est pas un décret que partout dans l'Empire romain les chrétiens seront persécutés, etc. Il faudra attendre plus tard, disons, pour que les Romains en soient à un stade où il y aura vraiment une persécution générale des chrétiens. On n'en est pas là. Et justement, quand plus tard il va y avoir des persécutions des chrétiens, on va vouloir se fonder là-dessus. Et Tertullien et d'autres, Eusèbe aussi, je pense, on va vérifier, mais en tout cas, on dit, mais rappelez-vous, Trajan, une sorte de jurisprudence. Trajan avait bien dit, ne cherchez pas les chrétiens. Bon, bah voilà, tant que les chrétiens ne posent pas de problème, vous voyez, donc n'allez pas, pourquoi vous voulez faire ça? Bon. Donc, ce décret de Trajan a été utilisé. Alors, évidemment, la question c'est de savoir, est-ce que cette lettre de Pline le Jeune à Trajan est authentique? Est-ce que la réponse de Trajan est authentique? Parce qu'en fait, on les connaît comment? On les connaît par l'utilisation qui en a été faite par les chrétiens pour se défendre. Donc, bon, voilà, on ne sait pas. Bon, enfin voilà, c'est dans ce contexte que Tertullien va évoquer ça. Et donc, dans ce contexte, qui va mettre en évidence, d'une certaine manière, un peu l'incohérence du discours de la réponse de Trajan. Donc, puisqu'il va dire, c'est que donc les chrétiens sont coupables ou innocents. Donc ça, c'est si je formule ça à la manière d'un syllogisme avec des voilà, vous avez sujet, prédicat, une conjonction ou. Donc voilà, ils sont soit coupables, soit innocents. D'accord? On peut pas être entre les deux. C'est binaire. Il y a deux catégories. Les chrétiens, ils sont soit coupables, soit innocents. Très bien. Bon, proposition 2. S'ils sont coupables, pourquoi défendre de les rechercher? Parce que Trajan dit, voilà, n'allez pas les chercher, n'allez pas les rechercher. C'est pas la peine de dire, on envoyait des gens, des enquêteurs ou la police ou je ne sais quoi, de maison en maison, de traquer comme ça les chrétiens. Trajan dit, voilà, ne les recherchez pas. Donc, Tertullien dit, bah, très bien, alors, s'ils sont coupables, pourquoi défendre de les rechercher? La consigne de Trajan, elle n'est pas cohérente. Proposition 3, s'ils sont innocents, pourquoi punir ceux qui sont dénoncés? Ouais, parce qu'on dit, s'il y a une dénonciation, il ne faut pas qu'elle soit anonyme, mais s'il y a une vraie dénonciation, alors là, vous faites un procès, vous leur demandez, vous les sentencez, etc. Ça ne dit pas sentencer en français, désolé. Des fois, je pense en anglais. Et donc, la conclusion, donc, de toute façon, le décret est injuste. Voilà. Il n'est pas cohérent, il est illégal au sens d'incohérence, etc. Donc il dit, donc Tertullien se fonde là-dessus pour dire, voilà, dans tous les cas, là, voilà, laissez tomber. Voilà, il montre que le décret est incohérent. Alors ça marche, ce dilemme fonctionne parce qu'on a effectivement deux catégories. Donc si vous avez deux, voire trois catégories de personnes ou d'éléments dans votre ensemble, effectivement, vous pouvez effectivement regarder chacun des cas. Et si vous parvenez à la même conclusion dans tous les cas, alors la conclusion est vraie toujours. La conclusion est vraie tout court. Donc de toute façon, le décret est injuste. Voilà. Donc c'était ça l'idée du dilemme de Tertullien. Ça va? C'est un peu plus clair pour vous? Bon, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la séance d'hier? Non? Ça va pour vous? Ok. Alors, on avance. J'aimerais parler aujourd'hui des sophismes. Alors, on va revenir sur les sophistes quand on va parler de la rhétorique après. Mais, comment dire? Bon, voilà. Donc, les sophistes, c'était un groupe de penseurs. Et Aristote, pour faire simple, j'y reviendrai, mais il n'était pas d'accord avec eux, donc il n'aimait pas les sophistes.
Et donc Aristote a écrit un traité qui s'appelle La réfutation des arguments sophistiques. D'accord? Euh, Ce traité fait partie plus ou moins de l'Organon, hein, dont on parlait tout au début du cours, hein, l'Organon d'Aristote. Soit il est inclus dans le 5e traité, ce qu'on appelle les topiques. Donc c'est le traité qui est justement consacré au topoi, enfin au lieu commun, à la dialectique. Je parlais tout à l'heure de la dialectique, etc. Donc soit on le considère sur ce 5e traité, soit on en fait un 6e traité à part. Voilà. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, à cette occasion-là, quand il arrive à ce stade, il dit il faut quand même que je vous parle des sophistes et des sophismes. Et donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, puisque, comme il dit, voilà, on suit Aristote. Euh, et donc, ce que Aristote va appeler un sophisme, eh bien, ça va revêtir tout de suite un sens péjoratif. Alors qu'à la base, Sophia, c'est la sagesse. Hein. Sophia, c'est bien. Un sophistes, c'est quelqu'un qui s'adonne à la sagesse, etc. Bon, c'est très bien. Faire de la sagesse, de produire de la sagesse, c'est très bien. Sauf que justement, lui avoir dans l'idée qu'en fait, non, c'est pas de la bonne sagesse, c'est de la mauvaise sagesse. Donc ça, on y reviendra quand on parlera de la rhétorique. Mais en tout cas, voilà, quand vous vous mettez dans le clan d'Aristote et des logiciens, vous allez dire, un sophisme, ça a un sens péjoratif. Un sophisme, c'est un raisonnement qui ressemble à un syllogisme, mais qui a pour but de tromper. Alors, des syllogismes qui sont erronés, on en a vu, on a vu des exemples d'erreurs de syllogisme. Si vous faites une erreur de syllogisme, ça s'appelle un paralogisme. Je vous l'ai dit hier, voilà, un paralogisme, bon voilà, vous êtes à côté de la plaque, bon, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, vous avez fait une erreur, on corrige l'erreur. Le sophisme, c'est pas juste un paralogisme, c'est vraiment, il y a une intention de tromper les gens. Je vais présenter ça de telle manière que vous allez croire et vous allez être convaincu, mais en fait, c'est faux. Euh, alors, il y a des exemples célèbres donc ça, c'est chez Aristote, hein, je disais, voilà, Aristote. Un exemple célèbre. Proposition 1, tout ce que tu n'as pas perdu, tu l'as gagné. Pardon, pas tu l'as encore, tu l'as gagné, tu l'as encore. Pardon, je me dis, il y a un problème dans ma formulation. D'accord? Donc, tout ce que tu n'as pas perdu, tu l'as encore. Très bien. Deuxième proposition, tu n'as pas perdu de cornes. Vous avez perdu des cornes? Non, moi, j'ai pas perdu de cornes. Conclusion, donc, tu as des cornes. Ah oui, puisqu'on a dit que tout ce que tu n'as pas perdu, tu l'as encore. Je n'ai pas perdu, je l'ai encore. Pas perdu de cornes, je les ai encore. Donc j'ai des cornes. Quand on voit ça comme ça, au premier abord, on se dit, ah bah oui, oui, c'est un syllogisme, bien sûr, c'est un syllogisme, ça marche très bien. Alors évidemment, on prend à dessein un exemple où tout le monde comprend que la conclusion est fausse. Vous voyez, on dit, bah non, il y a un problème. Donc évidemment, quand on prend un exemple un peu évident comme ça, pour marquer les esprits, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Euh, mais vous imaginez bien que dans une autre forme de discours, avec des choses qui sont beaucoup plus difficiles à vérifier, je peux facilement vérifier que j'ai pas de cornes, ça me concerne, je suis bien placé pour le savoir, etc. Mais imaginez que je vous parle de toute autre chose, un domaine où vous ne pouvez pas vous-même aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Le principe de la déduction, c'est de dire je sais que la proposition 3 est juste, je n'ai pas besoin d'aller vérifier sur place, précisément parce que le raisonnement est juste. La proposition 1 et la proposition 2 ensemble entraînent nécessairement la proposition 3. Et donc tout le but du syllogisme et de la déduction, c'est d'arriver à la vérité. Et de dire je sais que c'est la vérité parce que le raisonnement est correct. C'est la seule manière de savoir que c'est la vérité. Bon, là, j'ai une autre manière de le savoir parce que ça me concerne. Mais je ne devrais pas avoir besoin de faire ça. Et il y a des cas où je n'ai pas moyen de vérifier. Donc, il est très important de vérifier le raisonnement, vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, en l'occurrence, ici, où est le problème? À votre avis, quelle est la faille dans ce syllogisme?
dans ce sophisme, du coup. On va dire que c'est un sophisme et pas un syllogisme. C'est la proposition une qui est fausse, enfin qui peut l'être. Alors, la proposition 1 est fausse, me dit-on. Euh, très bien. En quoi est-ce qu'elle est fausse? Alors on peut ne pas avoir perdu quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Pardon, vous pouvez répéter? On peut ne pas avoir perdu quelque chose qu'on n'avait pas déjà. On peut ne pas avoir perdu quelque chose qu'on n'avait pas déjà. Oui, vous avez raison. On peut ne pas avoir perdu quelque chose qu'on n'avait pas déjà. D'ailleurs, pour perdre quelque chose, ça suppose qu'on l'avait. Je ne peux pas perdre ce que je n'ai pas. Donc voilà. En l'occurrence, je sais pas, moi j'ai pas de voiture de luxe, donc je peux pas dire non, j'ai perdu ma voiture de luxe, je ne sais plus où je l'ai garée dans le parking, etc. Oui? Pardon? Alors, dès lors, donc effectivement, la proposition 1 est fausse de ce point de vue-là. La proposition 2 aussi peut être considérée comme fausse en disant tu n'as pas perdu de corne. Elle n'est pas forcément fausse en soi. Je peux dire je n'ai pas perdu de corne pour la bonne et simple raison que je n'avais pas de corne à la base. Pour pouvoir perdre quelque chose, ça suppose qu'on l'avait. Donc, c'est pas que la proposition 2 elle est fausse en soi. Je peux dire, voilà, j'ai pas perdu de corne. Je peux très bien dire, je n'ai pas effectivement perdu de voiture de sport. J'en avais pas. Donc, on peut, voilà, voilà, tout ça peut, je sais pas comment dire, voilà, vous pouvez faire tout un tas d'affirmations qui vont être vraies, tout simplement parce que le cas ne se présente pas. Donc c'est pas tant que la préposition 2 est fausse, qu'elle ne sert pas à grand chose, effectivement. Je peux dire, il y a plein de choses que je n'ai pas perdues, vous voyez, c'est effectivement, tout ce que je n'ai pas, de fait, je ne peux pas l'avoir perdu parce que je ne l'avais pas à la base. Donc en fait, effectivement, c'est la proposition 1 qui est ambiguë. Tout ce que tu n'as pas perdu, tu l'as encore. La proposition 1, elle est fausse, en fait. Il faudrait dire tout ce que tu n'as pas perdu et que tu avais, tu l'as encore. Ou on peut dire tout ce que tu avais et que tu n'as pas perdu, tu l'as encore. On peut commencer pour mettre dans l'ordre chronologique, hein. Tout ce que tu avais, si tu n'as pas perdu, tu l'as encore. Donc le point de départ, il est là. Le point de départ, c'est de dire je dois posséder la chose en premier lieu. Je dois avoir cette chose en premier lieu. Si je suppose que j'ai cette chose, alors là, effectivement, je peux dire, à partir du moment où je ne l'ai pas perdu, je l'ai encore. Mais euh, il manque le point de départ qui est de dire je dois avoir cette chose. Donc, elle est là un petit peu l'ambiguïté. Perdre quelque chose, voilà, qu'est-ce que ça veut dire que perdre? Euh, donc voilà, on a déjà évoqué en fait la difficulté d'ambiguïté dans les termes qu'on choisit, le verbe perdre, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la syntaxe des propositions, etc. Donc c'est ce que je vous disais, c'est en fait, vous pouvez assez facilement traquer des erreurs de raisonnement en revenant sur chacun des termes, sur la syntaxe, sur la quantification, hein, si c'est tout, quelque ou un, rien, etc. Donc il faut reprendre tout ça et éviter tout ce qui peut être équivoque ou ambigu. Donc là, l'idée, j'aurais pu mettre ça comme exemple d'erreur de syllogisme. Là, on le met dans la catégorie sophisme pour dire, pour redonner un exemple d'erreur de raisonnement, mais qui justement joue sciemment sur l'ambiguïté, sur des présuppositions. Pour perdre quelque chose, il faut l'avoir. Bah oui, mais on ne l'a pas dit. Donc à partir du moment où vous ne l'avez pas mis en proposition de départ, il faut mettre une proposition supplémentaire pour dire voilà, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Voilà. Euh, un autre exemple. Euh, les enfants indisciplinés ne font rien de bon. D'accord. Bon. Ça, c'est donc une proposition générale, hein, universelle. Proposition 2, Einstein était indiscipliné. Proposition 3, donc, Einstein n'a rien fait de bon. Alors, quel est le problème euh, dans ce syllogisme? Si je dis... Euh, Oui, je vous écoute.
Oui, c'est la proposition 1 qui est péremptoire, en fait. La proposition 1 est péremptoire. Les enfants indisciplinés ne font rien de bon. Oui, c'est-à-dire. En fait, on peut être indiscipliné et faire des choses bonnes. On peut être indiscipliné et faire des choses bonnes. Ah, voilà. Donc effectivement, si on conteste la validité de la proposition 1 et qu'on dit mais non, en fait, même si on est indiscipliné, on peut faire des choses bonnes. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'interroger sur la portée de la proposition 1. Elle est formulée de façon absolue, là, de façon universelle. Les enfants indisciplinés ne font rien de bon. C'est-à-dire tous les enfants indisciplinés sont dans cette situation-là. Ils ne font jamais rien de bon. Voilà, donc il y a une sorte d'absolutisation de proposition universelle. Alors c'est vrai, on l'a dit, dans un syllogisme, il faut une proposition universelle. Vous avez le grand terme. Vous avez grand terme, moyen terme, petit terme. Vous devez avoir comme ça une proposition universelle. J'ai un cas général et ensuite je vais prendre un cas particulier qui va rentrer dans ce cas général. Mais évidemment, l'erreur, elle est là. Et je vous avais déjà dit, effectivement, attention à ne pas avoir des affirmations qui vont trop loin. Donc, effectivement, la question qu'il faut se poser là, c'est est-ce que c'est vrai que vraiment les enfants disciplinés, tous les enfants disciplinés ne font vraiment jamais rien de bon? En fait, ils ne font rien de bon en tant qu'ils sont indisciplinés. C'est-à-dire, dans leur indiscipline, ils ne font rien de bon. Mais un enfant indiscipliné, ça veut dire qu'il l'est 24 heures sur 24. Il peut être indiscipliné, mais il peut quand même y avoir des jours, etc. Ou bien il peut être indiscipliné à un moment de sa vie, mais ne plus l'être. On peut imaginer qu'à un moment donné, il se dit, ah bah tiens, finalement, voilà. Bon. Et donc peut-être qu'ils font rien de bon pendant leur enfance, mais plus tard, voilà, Einstein était peut-être turbulent quand il était gamin, mais après il a changé. Manifestement, voilà, il a quand même réussi à faire quelque chose de sa vie. Bon. Donc là, on voit bien l'exemple, c'est-à-dire qu'à la fois on va sortir une phrase qui qu'on accepte, voilà, les enfants indisciplinés ne font rien de bon, dire bah oui, le principe même des enfants turbulents, indisciplinés, oh là là, c'est des bons à rien, voilà. Ah quel bon à rien, etc. Bon, voilà. Donc on va avoir une sorte de vérité qu'on accepte très volontiers sans la vérifier. Et sauf que derrière, bien sûr, on va l'appliquer à des cas. Donc voilà, c'est là encore le danger, c'est de ne pas vérifier systématiquement en disant qu'est-ce que j'entends, chaque terme, chaque proposition, l'étendue de cette proposition. C'est vrai, mais dans un certain cadre. Ça va se vérifier dans tous les domaines des sciences. Oui, il y a une question posée. Oui, je vous remercie. Et si je comprends très bien, tous les sophismes ne sont pas valables alors dans ce cas. Tous les sophismes ne sont pas valables dans ce cas. Oui, alors la définition même d'un sophisme en logique, c'est justement un syllogisme qui est faux et qui est volontairement faux. Donc c'est un paralogisme trompeur. Donc c'est ça qu'on va qualifier de sophisme. On va dire c'est un sophisme si la personne qui a fait cette erreur de raisonnement l'a fait sciemment. D'accord? Il y a l'idée d'une malhonnêteté de ce point de vue-là, hein, d'une volonté de vous persuader d'un truc qui est faux. Voilà, donc c'est ça. Et on va y revenir quand on va parler de la rhétorique et qu'on va parler justement du mouvement des sophistes enfin, quand il va se développer, quand il va naître, etc. Donc on reviendra là-dessus. Mais oui, oui, retenez que quand on parle d'un sophisme de manière générale, c'est d'un raisonnement qui est volontairement, qui est fallacieux, qui est volontairement faux, qui va avoir l'apparence d'un bon syllogisme, mais qui en fait va profiter, voilà, d'une ambiguïté sur des termes ou on va dire de vérité qu'on croit être vraie, etc., pour, tac, introduire des erreurs. Et je vous dis souvent, il suffit de glisser, et la question de l'étendue d'une proposition est souvent source d'erreur. Volontairement ou non, hein, mais et c'est vrai dans toutes les sciences. Vous voyez, moi je sais pas, en physique, vous apprenez, je sais pas, les constantes de gravitation, vous apprenez des lois de la cinématique, etc. Donc vous avez des formules, on dit c'est comme ça que ça se passe. Et donc, voilà, on dit, ah, très bien, c'est comme ça que je peux calculer la trajectoire de machin, la force, etc. Vous faites ça à très haut niveau, vous êtes à la fac, tout va très bien, vous êtes un vrai physicien comme il faut. Puis à un moment donné, vous mettez à l'échelle quantique. Et là, on vous dit, ah bah non, en fait, ça marche plus, cette équation. Comment ça marche plus? Moi, j'ai appris l'équation. C'est quoi là? C'est 9,81, etc. Je me souviens plus, ça remonte à très longtemps. Mais voilà, je dis quand même, on m'a appris ça quand même. Constante de gravitation universelle, même pas simplement sur la Terre, mais en plus, je peux même. Enfin bref, donc, bon, en fait, non, voilà. En fait, dans pratiquement toutes les sciences, euh, comment dire, l'universalisme, malheureusement, échappe aux sciences d'observation. J'observe des choses, et les choses, elles vont être vraies
dans le cadre dans lequel je les observe. Donc ce phénomène, je peux le constater, donc que je sois physicien, que je sois géologue, que je sois, je sais pas moi, biologiste, médecin, sociologue, philosophe, théologien, bref, quelle que soit la science que je pratique, historien évidemment, voilà, toutes les sciences qui sont basées sur l'expérimentation, sur l'observation. On va avoir tendance à généraliser, c'est le principe de l'induction, c'est ce que je vous disais quand on comparait déduction et induction. L'induction, on va dire, ok, j'ai observé ce phénomène, hein, tous les hommes sont mortels, moi, je sais pas, Pierre, Paul, Jacques, toi, moi, voilà, beaucoup de gens sont mortels, donc à un moment donné, je vais dire, bon, donc tout le monde est mortel. Ah oui, mais voilà, cette généralisation, si elle devient ma proposition de base parmi les prémices de mon syllogisme, eh bien, je vais évidemment risquer de me casser le nez dans ma conclusion, parce que je vais peut-être tomber sur le cas auquel je n'avais pas pensé, et j'avais fait une généralisation un peu abusive, et qui va faire que la conclusion est fausse. Alors là encore, je peux le faire de façon tout à fait innocente, de bonne foi. Les sciences sont un peu condamnées à ça d'ailleurs, hein. On sait qu'on est condamné dans les sciences d'observation, à généraliser. On fait des théories, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des théories, hein. J'y ai réfléchi, j'ai quand même de la matière, donc je sors pas ça de mon chapeau. J'ai quand même des raisons de penser que c'est possible, mais c'est vrai jusqu'à ce que je me rende compte que ce soit faux. Voilà. Ah oui, en fait, j'ai dit ça, mais il y a des nouvelles données qui me montrent qu'en fait, c'est pas vrai. Et donc, à l'échelle quantique, par exemple, bah oui, ça marche plus. Bon, voilà. Et on en est tous là en biologie. Moi, j'ai appris des choses, je sais pas, moi, quand je faisais l'ADN, les cours de génétique, de mon temps, on disait que les mutations génétiques, elles étaient accidentelles, etc., etc. Maintenant, on comprend que non, en fait, non, il y a des mutations qui sont pas accidentelles. Bon, ok, alors, la science progresse, qu'est-ce que je vous dis? C'est bien, mais il faut avoir l'humilité de le constater. Et c'est ça aussi le problème, c'est le manque de prudence de gens qui ne sont, alors soit des gens qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques et qui vont dire oui, mais voilà, la science a prouvé que, voilà, il a été démontré que, oula, déjà voilà, pour que le grand public s'illusionne, je veux bien. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on a des chercheurs eux-mêmes, des universitaires, qui tiennent ce genre de discours, très convaincus de leur truc, alors qu'en fait non, évidemment, il faudrait un peu plus de prudence. Alors quand on fait ce genre d'erreur de raisonnement et qu'on le fait exprès, c'est là qu'on appelle ça un sophisme. Voilà, avec ce côté un peu péjoratif. Je ne suis pas forcément ravi qu'on appelle ça un sophisme, parce que moi je trouve que les sophistes, on y reviendra tout à l'heure, ont quand même dit des choses intéressantes. Mais bon, tant pis, c'est devenu comment dire, le terme voilà, péjoratif. Voilà. Alors je continue, je vous donne un autre exemple, on continue. Un autre exemple de sophisme. Proposition 1, tu ne connais pas ce qui est voilé. Ah oui, il y a un voile dessus. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Imaginez, vous mettez voilà, il y a un meuble, n'importe quoi, un drap dessus, je ne sais pas. Proposition 2, ta mère est voilée. Alors, je précise, ça n'a rien à voir avec le contexte actuel. Je sais qu'il y a des débats aujourd'hui sur le port du voile dans l'espace public, etc., etc. Mais vous verrez, cet exemple, je l'ai pris dans le manuel de Chenick, etc. Donc, il faut bien comprendre que le port du voile était évidemment très courant dans l'Antiquité et jusqu'à l'époque récente, y compris dans le christianisme, hein. Je dis en passant hein, que le port du voile n'est pas une innovation de l'islam. Hein. C'est des gens qui ont oublié, mais Paul, 1 Corinthiens 11, les femmes doivent être voilées, etc. Hein. Donc, c'est les chrétiens, dans le judaïsme aussi, les femmes doivent être voilées, etc. Donc, l'islam a simplement hérité de cette tradition judéo-chrétienne du port du voile des femmes. Et puis voilà. Et puis après, dans certains milieux, on s'est affranchi de cette pratique. Chez les chrétiens, moi, pas, ma mère, oui, j'ai des vagues souvenirs que ma mère me racontait. Enfin voilà, les femmes voilées à l'église, ça se faisait, même les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, etc. Enfin voilà, dans les églises, ça se faisait, notamment dans les campagnes, tout ça, dans des milieux très conservateurs. Dans le judaïsme, ça se pratique encore. Hein, les femmes, dans le judaïsme orthodoxe, les femmes sont voilées. Alors soit elles se couvrent la tête maintenant, elles mettent des perruques, donc forcément, on voit pas. On a l'impression que c'est leurs cheveux, mais non, si vous approchez un peu, vous verrez qu'en fait, c'est pas leurs cheveux. Donc elles ont aussi, donc voilà, et donc l'islam aussi fait ça. Après, nous, chez les chrétiens, c'est sûr qu'il n'y en a plus beaucoup qui le font aujourd'hui. S'il y a les bonnes sœurs quand même qui sont encore voilées, mais c'est rare sinon. Ouais. Donc c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, la polémique se focalise sur l'islam comme si c'était propre à l'islam. C'est pas le cas. Et donc pour moi, pour discuter de cette question-là, il faut revenir justement à la source, c'est-à-dire pourquoi
Pourquoi on parle de voile? Revenir à 1 Corinthiens 11, et Paul qui dit, bah, quand même, on va chercher la Genèse, Adam et Ève, etc. Bon, enfin, c'est pas le lieu ici d'en parler, mais j'ai déjà eu l'occasion, à vrai dire, de faire une conférence là-dessus avec le rabbin Ribibo ici à Strasbourg. On est dans un café Shalom, là, on était au Brandt, enfin, il s'appelle plus le Brandt, mais le café en face du Palais U. La vidéo est sur YouTube, donc si vous voulez regarder, je vous explique ces textes du Nouveau Testament, leurs sources dans le livre de la Genèse et la raison pour laquelle ils ont été interprétés, ou en tout cas pas interprétés, mais appliqués autrement aujourd'hui. Bon, bref, je reviens à mon syllogisme. Donc, ta mère est voilée. Donc, si on ne connaît pas ce qui est voilé de manière générale et que dans cet ensemble de ce qui est voilé, il y a ma mère, donc vous voyez, voilà, la conclusion, voilà, si je refais mes petits cercles, hein, rappelez-vous, il faut faire, vous avez l'ensemble de ce qu'on connaît. Ah mince, il me fait un cercle. Moi, je vais changer la couleur. Vous avez l'ensemble de ce qui est voilé. Non, alors attendez, c'est pas ça, pardon. C'est l'ensemble de ce que je ne connais pas. Donc, ne connais pas. Donc, ça, c'est le grand terme. Et donc, tout ce qui est voilé fait partie de ce que je ne connais pas. Voilà. Donc, ça peut être un meuble, ça peut être je ne sais quoi, etc. Une voiture de sport, je ne sais pas pourquoi je parle de voiture de sport ce matin. Et j'ai aucune ambition, ça ne m'intéresse pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et à l'intérieur de ça, donc, bah, il y a ma mère. Voilà. Tac. Et donc, on retrouve petit terme, moyen terme, grand terme. Ma mère fait partie de l'ensemble de ce qui est voilé. L'ensemble de ce qui est voilé fait partie et inclus dans l'ensemble de ce qu'on ne connaît pas. Donc, la conclusion du syllogisme, c'est voilà. Bah, je ne connais pas ma mère. Mince. C'est moche quand même. Voilà. Donc ça ressemble à un bon syllogisme. Alors, quel est le problème avec ce syllogisme? Et pourquoi est-ce que c'est un sophisme? Pardon? On suppose que les mots utilisés signifient la même chose. Alors, à supposer vraiment de voile, on parle vraiment d'un tissu, admettons, hein, recouvert d'un tissu. Alors oui, je vous écoute, Carole. Oui, en fait, dans la proposition 1 et la proposition 2, le mot voilé n'a pas le même sens. Et en fait, dans la proposition 3, la logique ne retient que le deuxième sens qui s'applique à la mer. Voilà. Donc, l'idée, c'est de distinguer effectivement l'usage du terme voilé dans la première et la deuxième proposition, ce que vous disiez. C'est-à-dire que même si on imagine dans les deux cas un bout de tissu vraiment physique, en fait, il faut évidemment relativiser l'usage de ce terme voilé, et notamment dans la première proposition. Tu ne connais pas ce qui est voilé. En fait, si, je peux le connaître. C'est-à-dire que typiquement, si je mets un voile, un bout de tissu, je ne sais pas, chez moi, imaginez, j'ai, je sais pas, un objet qui prend la poussière. Voilà, je mets un truc dessus pour pas que ça prenne la poussière. Je sais très bien. Je sais très bien ce qu'il y a sous le tissu. Donc, si je l'ai voilé, je le connaissais avant. Donc, en fait, il y a l'idée de quelque chose qui soit voilé en absolu. C'est-à-dire que tu ne connais pas ce qui est voilé et que tu ne connaissais pas avant qu'il soit voilé et qui est toujours voilé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte, là encore, d'absolutisation de cette idée dans la proposition 1 du voile. Une chose qui est voilée, bah oui, j'arrive dans un lieu que je ne connais pas, un truc est voilé, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être dedans, mais là encore, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un voile, mais qui recouvre quelque chose qui a une forme très distinctive. En disant oui, même si c'est voilé, ou que le voile soit un peu translucide, enfin ouais, on peut imaginer tout un tas de cas où en fait, si, ça a beau être voilé, je sais très bien ce qu'il y a sous le voile. Donc en fait, là encore, la proposition 1, il y a une généralisation de la proposition 1, et donc il faut faire attention à cadrer ce qu'on entend par être voilé. Ça veut dire quoi être voilé? Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est ce phénomène? À quel moment? Est-ce que c'est perpétuel? Est-ce que c'est voilà, bon. Ma mère, elle est voilée, mais d'abord elle n'est pas recouverte complètement. C'est juste sa tête qui est voilée. Elle a des vêtements par ailleurs. Elle a une démarche. Je reconnais sa démarche, etc. Puis son voile, elle l'enlève de temps en temps quand même. Donc je sais très bien. Donc je connais quand même ma mère. Mais au départ, quand on dit tu ne connais pas ce qui est voilé, on dit bah oui. Vous voyez, si on n'est pas vigilant, la formulation, elle tombe sous le sens. C'est tout à fait sensé, ce qu'on dit. Donc,
il faut toujours être vigilant à ça pour éviter les abus et notamment la généralisation. Je vous donne un dernier exemple, et puis après, après, je vous dirai autre chose. Mais déjà, encore un autre exemple. Proposition 1, il est très important de dormir. Proposition 2, où je fais tout de suite la conclusion. Donc, il est très important de dormir en classe. Je dis ça pour ceux qui dorment en classe. Eh oui, s'il est très important de dormir, il est très important de dormir, de façon universelle. Si vous dites les choses de façon universelle, bah alors oui, très bien, je vous en prie, dormez, c'est très important de dormir, faites-le. Donc, j'ai pris un exemple amusant, je pensais à vous en classe, etc. Bon, mais, et encore un exemple un peu, voilà, là, tout le monde se rend bien compte du problème. Il est très important de dormir, oui, mais de manière générale et pas de manière universelle, tout le temps, dans toutes les conditions, etc., etc. Oui, l'être humain a besoin de dormir régulièrement. Donc, il faudrait dire, il est très important de dormir régulièrement, voilà, par exemple, ou la nuit, ou je ne sais quoi, ou même le jour si vous voulez faire la sieste, j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette affirmation, la première proposition, dont on va dire, bah oui, elle est vraie, cette proposition, elle est vraie, mais là encore, sous certaines conditions, il faut la cadrer, oui. Important et nécessaire. Oui, alors bien sûr, on pourrait dire il est nécessaire de dormir. Ah oui, il est important de dormir, mais pas nécessaire de dormir partout. Alors effectivement, voilà. Donc pareil, on pourrait dire il est nécessaire de dormir, mais pas partout. Enfin, dans tous les cas, la proposition 1, on voit bien que voilà, si vous la prenez comme une proposition absolue, universelle, voilà, vous aboutissez à des erreurs. Et l'idée du sophisme, c'est précisément de jouer là-dessus. De jouer sur le fait que spontanément, un être humain, vous, moi, etc., on va entendre une phrase, on va lire cette phrase, on va dire oui. Ça va susciter l'adhésion tout de suite parce que ça tombe sous le sens. Une petite phrase facile comme ça, etc. Et c'est notamment problématique pour les petits proverbes. Vous voyez, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà, une petite phrase qu'on apprend comme ça. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des fois, il faut parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes ces petites phrases comme ça, qui rentrent facilement dans la tête, qui ont l'air vraies comme ça, et qui le sont justement dans une certaine mesure, ou même la plupart du temps, on va beaucoup plus facilement y adhérer. Et d'ailleurs, les stoïciens l'ont bien compris, on parlera des stoïciens aussi quand on parlera de la rhétorique, mais c'est une des stratégies des stoïciens, d'avoir une petite phrase, tac, qui sonne bien, parce qu'elle sonne bien, on la mémorise, on la retient, on la fait sienne, et on l'applique. Et derrière, une fois qu'on l'a, et si vous avez une approche universelle, eh ben derrière, vous allez tomber dans le piège. Et ça, c'est le problème du raisonnement. Alors, je prends un exemple que je n'avais pas prévu de parler, mais je me dis que c'est, puisqu'on est dans une faculté de théologie protestante, on a le droit de parler un peu de la Bible. Je prends un exemple dans le livre des Proverbes, si ma mémoire est bonne, Proverbe 26, verset 4. C'est pas dans mes notes, mais regardez ce qu'on lit dans le livre des Proverbes. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. Un proverbe, vous lisez votre Bible, si vous êtes croyant, vous dites, moi je vais lire la Bible parce que Dieu va me parler au travers de la Bible, il va me dire ce que je dois faire dans la vie, etc., etc. Et donc, vous lisez votre Bible au hasard, tac, vous tombez là-dessus, ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. Alors, si quelqu'un vient, te parle et raconte n'importe quoi, c'est pas la peine de lui répondre. S'il fait l'imbécile et que tu fais comme lui, toi aussi tu auras l'air d'un imbécile. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, si vous retenez, vous refermez votre Bible, vous dites très bien, voilà, j'ai cette vérité, cette parole de Dieu pour moi, pour ma vie. Je rencontre quelqu'un qui me tient un discours, qui raconte n'importe quoi, qui fait l'imbécile ou qui est stupide. Je ne vais pas moi rentrer dans son jeu parce que sinon j'aurais l'air d'être stupide aussi. Et donc j'ai la Bible en tête qui me dit qu'il ne faut pas faire ça. D'accord? Très bien. Voilà. Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que tu ne le ressembles toi aussi. Voilà la proposition que vous intégrez. Et puis ensuite, proposition suivante, réponds
au sot selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Donc le lendemain, vous rouvrez votre Bible, vous dites ah Seigneur, parle-moi aujourd'hui, dis-moi ce que je dois faire, etc. Tac, tombez sur le verset suivant. Répond au sot selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Donc là encore, on dit si tu croises quelqu'un et que ceux qui fait l'imbécile, qui est stupide, que machin, etc., etc., si tu dis bon allez hop, je laisse tomber, je lui parle pas, je lui réponds pas, il va se dire ah bah ouais, j'ai gagné. De peur qu'il ne s'imagine être sage. Il va dire bah voilà, j'ai raison, puisqu'il n'a pas été capable de me répondre. Voilà. Donc on dit il ne faut pas le laisser comme ça, il ne faut pas rester sans répondre. Il faut lui répondre. Voilà. Donc, vous avez ces deux versets qui sont côte à côte, en plus. Donc c'est fait exprès, je n'ai pas été chercher des trucs. Voilà. Ils sont côte à côte, avec une syntaxe parallèle. Vous avez les mêmes verbes, vous avez alta ad, évidemment, la négation, au verset 4, ané au verset 5. Donc d'un côté, il faut ne répond pas, répond, et ensuite xil, sil, keivalto, ensuite peine, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un beau parallélisme où vous avez les mêmes mots de trucs. Voilà, c'est fait exprès. Je veux dire, on vous dit bien, on vous dit une chose et son contraire. Donc, vous avez la preuve que la Bible dit tout et son contraire. Enfin, caricature évidemment, mais c'est ça l'idée en fait. L'auteur lui-même de ce passage vous dit, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez mon livre, le livre des Proverbes, moi, auteur du livre des Proverbes, si vous lisez mon livre en pensant que les petites phrases que vous y trouvez, elles ont une valeur universelle, absolue, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et vous allez tomber dans un travers de raisonnement, vous allez appliquer cette proposition universelle à un cas particulier, et vous allez aboutir à une conclusion qui est fausse. Parce que ce que moi je vous dis, c'est vrai, mais dans certaines conditions, il faut cadrer. Oui, c'est vrai, il ne faut pas répondre au sot selon sa folie. Voilà, il y a des raisons de ne pas répondre au sot selon sa folie, ça c'est sûr, dans un certain nombre de cas, avec de bonnes raisons. L'argument, là, ah oui, la raison elle est donnée, on dit très bien. Il y a aussi des raisons de lui répondre. Alors on dit, mais moi je fais quoi alors? Qu'est-ce que je fais? Alors, vous êtes un peu embêté. Mais c'est très intéressant parce que précisément, l'auteur de ce livre vous dit, il faut que vous réfléchissiez. La Bible, même si vous êtes croyant et que vous croyez que Dieu vous parle au travers de ce livre, voilà, il n'y a pas de problème pour ça, mais simplement, il ne faut pas imaginer que la façon dont Dieu parle au travers de la Bible, ça va être un truc comme ça, une petite phrase absolue, pas besoin, on débranche son cerveau, il n'y a pas à réfléchir. C'est pas comme ça que ça fonctionne la Bible, c'est pas ça le mode d'emploi. Donc il y a vraiment cette idée, bon vous le savez, parce que sinon vous ne seriez pas là à faire des études de théologie à l'université, donc j'imagine bien que vous êtes convaincu du truc, mais ce raisonnement par l'absurde, ici, du livre des Proverbes, vous démontre par l'absurde que voilà, on ne peut pas simplifier le débat comme ça. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce que, en fait, le problème, c'est que on aboutit à cette conclusion absurde, cette impossibilité, si on universalise, on absolutise les propositions qui y sont. Donc c'est le même problème que ce qu'on a là. Il est très important de dormir, vous allez absolutiser ça. Ah bon, bah alors tout le temps, partout, dans n'importe quelle condition, avec n'importe qui, etc. Non, voilà, bon. Tu ne connais pas ce qui est voilé, oui, mais attends, voilà. Donc à chaque fois, on se rend compte que oui, ça peut être vrai, jusqu'à un certain point, dans un certain cadre. C'est comme, je dis, de la gravitation, je sais pas quoi, la cinématique, mais à l'échelle quantique, non, à une autre échelle, dans un autre cadre, c'est pas forcément vrai. Et donc c'est ça dont il faut tenir compte. Et le problème, évidemment, des sophismes, c'est donc d'avoir de jouer là-dessus, en fait. Il y a l'idée de tromperie. Un sophisme, il est trompeur parce qu'il va donner l'illusion que c'est un syllogisme. Et là, vous pouvez reprendre tous les exemples d'erreurs de syllogisme que je vous avais donnés hier. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on fait tout au lieu de quelque, quand on passe à la négative, etc., etc. Même des choses. Et d'ailleurs, quand on a fait l'exercice, hier, quand je vous dis, alors, la conclusion, elle est vraie ou elle est fausse? Plusieurs ont dit, bah oui, la conclusion, elle est vraie. Et j'ai dit après, bah en fait, non, elle est fausse. Et je vous explique pourquoi. Elle a dit, ah oui, mince, c'est vrai, elle est fausse. Donc, ça veut dire que si je prends des exemples un peu plus subtils que ceux que j'ai pris là, vous allez tomber dans le panneau. Donc, pour détecter un sophisme, il faut s'astreindre à une rigueur de raisonnement, de reformuler le raisonnement sous forme de syllogisme complet, voyez, éviter les syllogismes incomplets, avec des termes bien définis,
avec des propositions qui sont voilà, qui appartiennent à cette liste de propositions. Si vous regardez des manuels de rhétorique, pas de rhétorique, mais de logique, là, comme celui que je vous ai recommandé, vous verrez que justement, on va cadrer, même on fait tous les cas de figure possibles, avec entre s'il y a tout, s'il y a quelque, si on inverse, si machin, etc. Ça vous fait des dizaines de cas de figure, mais en tout cas, les logiciens, notamment voilà, au Moyen-Âge, ont beaucoup développé tout ça pour être sûr de dire je veux éviter au maximum les erreurs de raisonnement, traquer, on va dire voilà, si ça ne rentre pas dans un de ces cas de figure-là, alors là, il y a un risque. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur les sophismes, des remarques? Oui. Oui, justement, c'est juste une question sur à partir du moment où ils ont cette volonté de toujours avoir raison, je veux dire éviter tout ce qui est faux, au point même de faire du faux, du vrai. Est-ce que le sophisme, c'est un courant qui n'accepte jamais le faux? Est-ce que le sophisme, c'est un courant Qui n'accepte jamais le faux. qui n'accepte jamais le faux? Bon, d'abord, le sophisme, c'est pas, enfin, il y a un courant des sophistes, mais comme je disais, qu'il faut bien distinguer des sophistes tels que on les entend là. On va en parler plus tard, quand on parlera de la rhétorique. Concrètement, ce que les sophistes ont fait, ceux qu'on a appelés d'ailleurs les sophistes, hein, parce que bon, donc c'était des gens vraiment dire, honnêtes, qui réfléchissaient, mais à un moment donné, ils se sont posé la question de ce qu'on peut réellement connaître. Et de dire finalement, est-ce qu'on peut savoir si une chose existe vraiment ou pas? Vous voyez, donc déjà ça, il y a vraiment une réflexion ontologique. Ça s'appelle l'ontologie, hein, c'est l'existence. Ontos en on, ontos en grec. Donc c'est le fait d'être. Est-ce que l'être, est-ce que je peux prouver qu'une chose existe ou n'existe pas, etc. Bon. Et donc à partir du moment où la réalité des choses m'échappe, bah, la vérité m'échappe aussi. Et donc en poussant le raisonnement, on peut aboutir à l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. Et c'est là évidemment qu'on peut glisser. Bon, s'il n'y a pas de vérité absolue, ce que je vais démontrer, la question n'est pas de savoir si ce que je vais démontrer est vrai ou pas. En fait, on va réfléchir. Donc voilà, donc ça c'est une première étape. Et puis, du coup, il y avoir l'idée, bah oui, si une chose peut être vraie ou fausse, etc., que je peux argumenter dans un sens, je peux argumenter dans l'autre sens. On va développer, il y a des gens qui vont développer, comme un exercice, l'idée de dire, ok, je vais faire cet exercice, de démontrer qu'une chose est vraie et de démontrer qu'une chose est fausse. Et de chercher des arguments dans un sens et des arguments dans l'autre. Ce qui est exactement ce que vous voyez dans le livre des Proverbes. Voyez là, ce passage du livre des Proverbes, c'est l'auteur vous dit, je vais te démontrer qu'il ne faut pas répondre au sot selon sa folie, et je vais te démontrer qu'il faut répondre. Je vais te démontrer une chose et son contraire. Alors, c'est intéressant, moi je ne sais pas quand est-ce que ces versets ont été écrits, hein, le livre des Proverbes, c'est un texte composite, etc. Enfin, donc on ne sait pas exactement quand, mais ce serait intéressant de savoir si ça a été fait avant ou pas le mouvement des sophistes, hein, est-ce que c'est du 5e, 4e siècle ou pas, etc. Parce que voilà, ou c'est plus ancien, si c'est plus ancien, c'est intéressant, parce que voilà, bon, mais évidemment, là, bon, voilà, nous, ce qu'on a, c'est la documentation chez les Grecs, voilà, mais en tout cas, il y a cette réflexion-là de dire, je peux démontrer une chose ou l'autre. Quand je dis démontrer, on va dire persuader. Là, on est justement, ça n'est pas une démonstration au sens strict du terme par de la logique déductive, etc., etc. Là, c'est plus, justement, je vais dire quelque chose qui te semble vrai et que je vais généraliser, etc., etc. Et ça peut aboutir à te persuader d'une chose et de l'autre. Et donc, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, les sophistes vont se dire finalement, la question, c'est pas tant de savoir si une chose est vraie ou si elle est fausse, c'est est-ce que je suis capable de vous persuader qu'elle est vraie ou de vous persuader qu'elle est fausse. Et donc, ils vont développer des techniques qu'on va appeler la rhétorique. Et d'ailleurs, le mot rhétorique lui-même va apparaître à ce moment-là, en grec, dans la langue grecque. La première fois qu'on va parler de rhétorique, c'est à ce moment-là. Bon. Contre eux, évidemment, voilà, contre les sophistes. Donc, si vous voulez, c'est là. Alors, comme je vous dis, le problème, c'est que d'abord, on a peu d'écrits des sophistes qui ont été conservés, et on a beaucoup de choses qui sont contre eux, donc voilà, ils n'est peut-être pas si méchants que ça. Mais en tout cas, en logique, quand on parle d'un sophisme, il y a effectivement l'idée d'un raisonnement fallacieux dans le but d'arriver à une conclusion fausse, dont on sait qu'elle est fausse, mais dont on veut persuader l'auditeur ou le lecteur qu'elle est vraie. Je veux vous persuader d'une chose qu'elle est vraie, alors je sais pertinemment qu'elle est fausse.
Je veux vous persuader que, je sais pas, voilà, il est très important de dormir en classe. Voilà. Je vais utiliser des arguments et je vais donner l'impression d'un syllogisme, d'un raisonnement logique, etc. En fait, le raisonnement est faux. Et la plupart du temps, le raisonnement sera faux parce que la proposition elle-même, elle va être formulée d'une telle manière que, sur le coup, vous allez dire, ah oui, 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 très bien. Mais en fait, si vous y réfléchissez bien, vous dites, ouh là là, attention, tu me dis ça, mais oui, très important de dormir, mais pas tout le temps, pas n'importe quand, pas 24 heures sur 24, pas machin, etc. Voilà. Il est aussi très important de ne pas dormir. Si vous dormez 24 heures sur 24, vous êtes dans le coma. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes mort. Non, peut-être pas mort parce que vous respirez quand même, mais voilà ce que je veux dire. Bon. Donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mais le sophisme va jouer de ça dans le but de tromper et d'aboutir. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut comprendre quand on parle de sophisme en logique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là encore, ça n'est pas ce que les sophistes voulaient faire, il ne faut pas les réduire à ça. Il ne s'agissait pas pour eux de dire je suis quelqu'un de très malveillant et je vais vous tromper, etc. Mais à partir du moment où ils ont commencé à réfléchir en disant bah oui, est-ce que je peux faire l'exercice d'essayer de prendre un parti plutôt que l'autre, de défendre un point de vue et de défendre le point de vue contraire et d'aller chercher des arguments dans les deux sens, et ben oui, on se dit ah oui, donc je peux utiliser cette technique-là pour dans le but de persuader quelqu'un que c'est faux. Alors une autre question, je vous écoute. Oui, en fait, le problème pour moi, c'est que vous voyez, quand je lis le dernier exemple, il est très important de dormir, donc il est très important de dormir en classe. Je vois que pour être valable, il devrait une autre proposition qui indique la condition. Et mon problème, la question donc, c'est que comment on fait pour faire la différence entre un sophisme dans ce cas et un syllogisme incomplet? Alors comment fait-on pour faire la différence entre un sophisme et un syllogisme incomplet? Dans le deuxième cas de figure, il est très important de dormir, donc il est très important de dormir en classe. Voilà, en disant là, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un syllogisme incomplet? Tout à fait. On peut le considérer comme un syllogisme incomplet. Il suffirait d'ajouter une proposition ou même de compléter la première proposition en disant tout temps, à toute heure, perpétuellement, en permanence, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est sûr qu'effectivement, il faut compléter ce syllogisme. Et là, effectivement, et ensuite, il faut accepter les propositions. Comme je dis, le syllogisme, c'est si j'accepte les prémices, si les prémices sont vraies, alors la conclusion l'est aussi. Mais est-ce que les prémices sont vraies? Pas toujours. Je peux tout à fait faire un syllogisme qui va en lui-même être correct, c'est-à-dire les deux propositions entraînent la troisième, sans nécessairement me prononcer sur la véracité des deux premières propositions. Il y a des propositions dont on ne peut pas vérifier la véracité. Alors, en logique, y compris en mathématiques, hein, les gens ont toujours l'idée qu'en mathématiques on est sûr de tout. En fait, non. En mathématiques aussi, il y a des axiomes ou des postulats. Enfin bref, on peut discuter sur la définition d'axiomes et de postulats. Enfin, voilà, il y a des choses en mathématiques qu'on pose comme étant acquises. Comment je sais que 3 plus 2 égale 5? Voilà, je peux le démontrer, mais ça suppose un certain nombre de choses. Il y a des axiomes de Peano, en l'occurrence, si ça vous intéresse, je peux vous en parler, mais voilà, il y a 3 axiomes, si je me souviens bien. D'une part, ça suppose que les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, etc. existent. Deuxièmement, ça suppose qu'on peut les ordonner, les mettre dans un ordre, avec la notion de successeur, hein, 1 succède à 0, 2 succède à 1, 3 succède à 2, etc. Donc je peux les mettre dans un ordre bien précis. Et troisièmement, ça suppose que je peux faire des démonstrations par récurrence, c'est-à-dire sans avoir à faire le test pour chaque valeur. Si j'ajoute 2, ça donne quoi, etc. Et ben, je vais essayer avec 3, je vais essayer avec 4, je vais essayer avec ça. Non, je vais pas l'essayer pour tout, mais dire si c'est vrai à un rang n, ce sera vrai à un rang n plus 1, etc. etc. Donc c'est la démonstration par récurrence qui m'évite d'aller jusqu'à l'infini, parce que ça prend du temps l'infini. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais voilà. L'infini c'est long, surtout vers la fin, je ne sais plus qui a dit ça. Bon, bref. Donc si vous avez, voilà, donc ça c'est les 3 axiomes de Peano. Je peux me tromper, je vous dis ça de mémoire et ça remonte, voilà, mes études de maths à la fac remontent il y a quand même un bout de temps. Mais enfin voilà, en mathématiques de manière générale, il y a des axiomes. Si vous tenez les axiomes pour vrais, alors tout le reste va être vrai derrière. Mais si par malheur les axiomes sont faux, les propositions, les prémices sont fausses, eh bien la conclusion va être fausse aussi. Le syllogisme pourrait être bon, le raisonnement pourrait être bon. Le raisonnement pourrait être bon, mais la conclusion sera fausse parce qu'au départ,
vous aurez des choses fausses. C'est vrai dans toutes les sciences. Si les données à la base sont fausses, je peux avoir un raisonnement qui est parfaitement rigoureux. La conclusion, elle sera fausse parce qu'au départ, je ne sais pas, imaginez même, faites des calculs, vous faites des additions, des machins, des trucs sur votre calculatrice, là. Vous pouvez dire, mais moi, je sais parfaitement faire des calculs, des machins. Mais sauf que si à la base, vous avez un 3 au lieu d'un 4, ah mince, j'ai mal lu, j'ai copié à la main sur un bout de papier, j'en sais rien, et donc vous avez fait une erreur de lecture, et donc une des données que vous avez tapées dans votre ordinateur est fausse, le résultat va être faux. Donc ça c'est classique. De la même manière, je sais pas, là où ici vous faites de l'hébreu ou du grec, euh, vous pouvez, je dis, analysez-moi telle forme verbale, vous dire oui, tel machin, tel truc, etc. Et votre analyse elle va être parfaite. Vous avez bien cherché vos paradigmes, vos machins, votre truc. Sauf que à la base, dans le texte, vous avez confondu une lettre avec une autre. Ah mince, voilà, ou peut-être c'est peut-être moi qui ai fait la faute, j'ai fait une faute de frappe, je vous ai donné un énoncé d'examen et j'ai appuyé 2 fois sur la même touche, donc vous avez eu 2 fois la même consonne, vous dites ah c'est une racine géminée, je sais pas quoi, vous êtes parti sur un truc, alors que c'est de ma faute, j'ai fait une faute de frappe. Voilà. Donc vous pouvez avoir un raisonnement parfaitement correct, mais la conclusion sera fausse parce que au départ, les données initiales seront fausses. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer le raisonnement lui-même. Le syllogisme, c'est un raisonnement qui voilà, dit que si les propositions, si les prémices sont vraies, la conclusion l'est aussi. Mais ensuite, les propositions, justement, et c'est ça la question. Donc, il faut que le raisonnement soit juste, et quand bien même le raisonnement est juste, il faut que les propositions soient justes. Donc là, on a à la fois des problèmes de proposition, de raisonnement, de tout ce qu'on veut, etc. Donc, il y a plein de façons de faire un sophisme, hein, si vous êtes mal intentionné, si vous voulez tromper les gens, ce qui n'est pas votre cas, j'espère, mais si vous voulez le faire, vous pouvez à plusieurs niveaux, au niveau des termes, au niveau des propositions, et au niveau du raisonnement, donc les 3 opérations de l'esprit, à chaque étape, vous pouvez glisser une erreur, un terme ambigu, une proposition ambiguë, un raisonnement qui va justement qui va généraliser, etc., etc. Et là, à toutes les étapes, vous avez moyen d'aboutir à quelque chose qui est faux, mais qui aura l'air vrai, et qui va convaincre, persuader en tout cas vos auditeurs. Voilà. On se fait une petite pause là? Je vois que c'est l'heure, on a même parlé un peu trop longtemps. Allez, une petite pause et on se dégourdit les jambes et on revient tout de suite. À tout de suite.